C'est pour vous dire que aujourd'hui, en 2020, 2019, un mouvement politique qui se crée en 4 mois, à la différence du mouvement politique qui s'est créé en 1980, en 4 mois, lui, il fait 8462 adhérents. En 4 mois, il a 21 coordinations. Grâce à l'ère du moment, pourquoi nous avons des outils informatiques que les gens d'avant n'avaient pas. Donc c'est pour dire à ceux qui disent que la Côte d'Ivoire victorieuse, non. La Côte d'Ivoire victorieuse peut créer des surprises parce que les Ivoiriens en ont marre. La Côte d'Ivoire victorieuse peut créer des surprises parce que les Ivoiriens aspirent au changement. Et la Côte d'Ivoire victorieuse peut créer des surprises parce que nous allons inculquer à l'Ivoirien la vraie manière de faire de la politique et surtout la nouvelle manière. Parce qu'en 2020, nous voulons un président de la République. Nous voulons que la CIV soit au pouvoir. Que ce soit en 2020, en 2025, nous voulons conquérir le pouvoir d'État, madame. Et ça, ce n'est pas négociable. C'est négociable. Nous allons aller aux primaires, et à ces primaires, n'importe qui, membre de la CIV, qui se sent capable, se présentera, et puis nous allons voter. Alors, si moi je veux me présenter, je poserai ma candidature. Mais cela ne me détourne pas de mon poste de président de la Côte d'Ivoire victorieuse, que je fais, j'espère, normalement, avec l'aide de mes collaborateurs. Nous avons des coordinations à Mans, à Daloa, à Gagnoua, dans toutes les communes d'Abidjan. À Yopougon, nous avons jusqu'à 6 coordinations qui sont créées. Nous avons des militants. C'est, oui, la Côte d'Ivoire victorieuse est en train de prendre sa mayonnaise et les Ivoiriens en sont fiers. Je vous remercie. Si vous voulez vous inscrire à la CIV, n'hésitez pas, au fond de la salle, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons nos ordinateurs pour vous inscrire, pour les cartes de membres aussi. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, le président aussi va déballer de la nouvelle carte que nous avons créée pour les membres. Monsieur Herlo. Alors, Monsieur le Président, je vous dis merci pour votre allocution. J'ai peut-être 2 remarques à faire. Vous avez évoqué certains problèmes de la Côte d'Ivoire, autosuffisance, la cherté de l'école, le coût de la vie élevé. Ce sont des problèmes qui sont à l'ordre du jour en Côte d'Ivoire depuis bien longtemps et qui ont toujours été évoqués par les différents partis politiques depuis toujours. Et là où vous venez, vous nous dites encore les mêmes problèmes, parlant de rupture générationnelle. Ma question est de savoir, vous, qu'est-ce que vous proposez? Pas de citer les problèmes, mais qu'est-ce que vous proposez pour sortir de cette situation qui dure depuis bien longtemps et que chaque parti politique a toujours dit pendant la campagne que tout ça va prendre fin? Vous proposez quoi au juste? Vous pouvez me rappeler son nom, s'il vous plaît? Monsieur Herlo. Monsieur Herlo. Merci pour votre question. D'accord. Vous venez vous-même de dire tout à l'heure que ce sont les mêmes problèmes qui ont été évoqués. Vous avez tout à fait raison, M. Herlo. Vous n'avez pas tort. Mais j'ai dit quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Que fait-on des équipes qui ont échoué? Il faudrait les changer. Ces personnes sont venues, qui ont évoqué des problèmes à chaque fois, qui ont parlé de la cherté de la vie, qui ont parlé d'une éducation à la bassesse, qui ont parlé de tout ce que j'ai énuméré et que vous avez ajouté, et vous avez bien raison, mais n'ont rien fait. Ok, alors, nous allons la moderniser. Pour ce faire, nous n'allons pas aller à la Denis Bratanon dans les années 80 ou dans les années 90, où vous vous rappelez, M. Arnaud, on nous disait les jeunes, retour à la terre, exode rural, trop de jeunes. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on dise à nos jeunes de repartir à la terre, à la machette? Vous pensez que c'est possible? Non. Nous avons mis en place une stratégie bien élaborée, bien confinée. Et cette stratégie-là, ça s'appelle le fonds d'aide sociale. Là, je viens de vous donner encore un objet. Parce qu'il ne faut pas qu'on prenne nos idées. Ça a été fait par mes collaborateurs et moi. Nous travaillons là-dessus. Et ce fonds, nous avons 11 000 milliards de dettes à payer. Le président Alassane Ouattara, pour l'instant, ils sont à 11 000 milliards. Ils n'ont pas encore fini. Bédier, en 1999, quand il partait, il nous a laissé 6 000 milliards. Mais 6 000 milliards de maintenant, ça fait 12 000 milliards. Nous avons 11 000 milliards
de dette à gérer. Nous devons industrialiser notre secteur agricole, la moderniser et donner envie à des millions de jeunes Ivoiriens d'aller dans tous ces secteurs d'activité-là. Les mettre dans des conditions possibles pour créer ce qu'on va appeler plus tard, en 2 ans seulement, que nous serons au pouvoir. Alors, monsieur, vous avez ce G. Je vous demande de vous contenter de cela, de suivre la Côte d'Ivoire victorieuse et d'y adhérer. Ayez confiance en cette nouvelle génération-là, qui est la vôtre, monsieur Hello, et qui veut apporter quelque chose. Chacun de nous doit apporter quelque chose. Mais ensemble, monsieur Hello, nous irons très loin. Une question, monsieur le Président, s'il y a d'autres intervenants dans la salle. Et ma question est, pour servir la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on est obligé de passer par un mouvement politique pour servir ou... Voilà. C'était ça ma question. Merci, monsieur Bois, c'est une très bonne question. Mais laissez-moi répondre en disant ceci. Non, est-ce que nous pouvons apporter un plus tout en faisant de la politique, ou est-ce que sommes-nous obligés de faire de la politique pour apporter un plus? Non, nous ne sommes pas obligés de faire de la politique pour apporter un plus. On peut ne pas faire de la politique. Vous, je crois que vous êtes dans le milieu culturel. En étant dans le milieu culturel, je crois que vous apportez quelque chose à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin des personnes de culture, la Côte d'Ivoire a besoin des sportifs, la Côte d'Ivoire a besoin de tout secteur d'activité qui font la fierté du pays, monsieur Bois. C'est ça le plus important. Mais la politique régit les 25 millions d'habitants que nous sommes. Moi, par exemple, je suis un informaticien. Et dans mon domaine, je travaille sur l'immobilier. Alors je dis, moi je vends des maisons, je construis des maisons. Mais en vendant et construisant des maisons, j'apporte un plus à mon pays. Mais je suis régi par des politiciens. C'est-à-dire que si demain, celui qui me dirige vote des lois à l'Assemblée nationale pour dire, bon, vous ne vendez plus des maisons à telle valeur là, ou bien vous les hommes de la culture, vous ne faites plus ceci, vous ne faites plus cela, vous subissez le choix des hommes et des femmes politiques, monsieur Bois. Vous me suivez? Bien, c'est pour cela. Je voulais juste dire que faire de la politique, oui, c'est une obligation, mais faire de la politique, c'est aussi un droit. Pourquoi? Pour moi, faire de la politique, c'est un droit juridique, parce que juridiquement, on nous octroie le droit de faire de la politique si on en a envie, mais ça reste une obligation morale pour tout un chacun de nous. Comme le président l'a dit au début de son propos, nous avons obligation, chacun de nous à son niveau, d'apporter sa pierre à l'édifice, de sorte à ce que nos enfants aient un avenir meilleur. Donc je pense que faire de la politique, oui, c'est une obligation morale, mais c'est aussi un droit civique, que nous avons ce droit-là de l'assumer. Tout comme vous avez décidé de faire de la culture, parce que vous en avez le droit.